Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Dans les histoires, les gentils triomphent toujours. En tout cas, dans la plupart d'entre elles. Car il arrive parfois que les méchants gagnent. Que ceux qui brillent par leur vice réussissent à faire tomber les héros et emportent la bataille finale. Au milieu des Celtics de Bird, des Lakers de Magic et l'ascension du phénomène Jordan, les Bad Boys de Détroit ont autant marqué la NBA de leur empreinte que défrayé la chronique. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une bande de basketteurs dont le talent n'a d'égal que la violence. Une équipe au vice extrême, détestée de tous, mais emmenée par un général de génie. Entouré de soldats prêts à tout pour gagner. Alors, enfilez vos protège-dents, on prend notre machine à remonter le temps. Direction le palace d'Auburn Hills en cet été torride de 1990. Vous êtes prêts? Let's go! Au milieu du parquet, la star des Chicago Bulls est à terre. Alors qu'il vient d'être élu MVP de la saison, le nouveau visage de la NBA est en difficulté. L'arrière flamboyant tente de marquer à tout prix, mais rien à faire. Pour la première fois de sa jeune carrière, Michael Jordan n'arrive pas à trouver la solution. Car face à lui, une équipe semble enfin avoir trouvé la solution pour contenir l'attaquant sulfureux qui fait trembler les défenses de la ligue. Bien déterminés à retarder le couronnement de MJ, les Pistons emploient tous les moyens possibles pour épuiser le prodige de l'Illinois. À l'intérieur, Bill Laimbeer et Rick Mahorn se la jouent du haut de la WWE et prennent un malin plaisir à faucher Iz Ernest dès qu'il s'envole vers le panier. Sur les lignes extérieures, Dennis Rodman le colle comme une sangsue, tandis qu'Isaiah Thomas est constamment présent pour tenter de lui voler le ballon des mains. Esseulé, Jordan ne peut qu'abdiquer et regarder ses nouveaux bourreaux filer en finale de conférence Est, retrouver les grands Celtics de Larry Bird. Surnommée les Bad Boys, la bande de Détroit s'est construite dans la violence tout au long des 80s, dans une ville qui lui correspond à merveille. Au début des années 80, la ville de Détroit est empêtrée dans une crise économique sans précédent. Depuis la fin de la période dorée de l'industrie automobile, Motor City s'enfonce dans la violence et voit la drogue s'implanter en masse dans les rues de la ville. Les allées sont vides, désertées par des habitants en quête de jours meilleurs. Endettée à hauteur de milliards de dollars, la capitale économique du Michigan étouffe et n'arrive pas à trouver de solution pour sortir ses citoyens de la pauvreté. À l'image de leur ville, les Pistons sont eux aussi dans une bien mauvaise passe. Pour la deuxième saison consécutive, la franchise termine bonne dernière de la conférence Est. Dans son malheur, elle se console avec le deuxième choix de la draft 1981 qui lui permet d'acquérir un meneur prometteur, un certain Isaiah Thomas. Originaire des ghettos de Chicago, ce dernier n'est pas dépaysé par la violence ambiante en arrivant à Motor City. Want to go to Detroit, New Jersey? What do you think? It don't matter to me. I'll play anywhere. Isaiah Thomas of the University of Indiana. Isaiah. Dès sa première saison, Isaiah prend la tête de l'équipe et se voit sélectionné dans le 5 majeur du All-Star Game. Sous son impulsion, les Pistons trouvent un nouveau souffle et remportent 18 victoires de plus que l'année précédente. Pas suffisant néanmoins pour atteindre les playoffs à l'Est. Mais une nouvelle dynamique est lancée à Détroit. Jack McCloskey, le GM de la franchise, prend conscience du potentiel de son joyau et enchaîne les trades pour lui fournir un effectif compétitif. And I kept looking at this big guy, this Laimbeer. They were 20 down, and he still competed the entire game. I said, God, I gotta get this guy. À l'été 1982, Bill Laimbeer arrive en provenance de Cleveland. Le pivot,
à la réputation sulfureuse, devient rapidement un cadre de l'équipe. Le pendant de Thomas à l'intérieur. L'année suivante, Chuck Daly est installé sur le banc. Malgré ses résultats peu convaincants chez les Cavaliers, le coach au costume haut en couleur va rapidement rassurer les sceptiques. Dès son arrivée, il fait de l'axe meneur-pivot la pièce centrale de son schéma de jeu et hisse sa nouvelle équipe en play-off. Une première en 7 ans. Loin de se contenter de ses premiers succès, McCloskey continue de renforcer son effectif. Rick Mahorn arrive de Washington pour épauler Laimbeer et l'élégant Joe Dumars est drafté la même année pour renforcer les lignes arrière. Joe Dumars of McNeese State. Petit à petit, les Pistons récupèrent des pièces et prennent une place importante à l'Est. Mais pour l'instant, les résultats en post-season peinent à suivre. Cette équipe a du potentiel, mais il lui manque encore quelque chose pour parvenir à triompher des grandes écuries de l'Est. Ce petit quelque chose arrive lors de la saison 86-87. Au-delà de l'effectif, Chuck Daly comprend surtout que pour gagner, son équipe doit être bien plus agressive. Le coach veut embrasser l'image de la ville et faire de ses joueurs une équipe de mort de faim. Ceux-ci ne vont pas se faire prier. À l'intérieur, le tandem Laimbeer-Mahorn collectionne les fautes comme des petits pains, cassant en deux tout joueur assez fou pour venir essayer de s'infiltrer dans la raquette. And then Barkley and Laimbeer. Barkley gets in the left. Laimbeer will come back with an uppercut. Isaiah Thomas est une vraie teigne des deux côtés du terrain, tandis que Joe Dumars prend de plus en plus d'importance à ses côtés. L'arrivée de Dennis Rodman via la draft, un joueur dont la hargne n'a d'égal que son obsession à gober les rebonds, vient parfaitement compléter cette défense de barbelé. À l'image de son pivot, qui utilise le vice comme une arme de guerre, les Pistons entraînent leurs adversaires dans un combat mental à chaque match. Comme le Showtime peut être le reflet de la Cité des Anges, cette bande, désormais surnommée les Bad Boys, est celui de Motor City. Une équipe d'écorchés vifs, qui s'est fait une place dans la violence et le sang. Lorsque le tout est sublimé par l'arrivée d'un attaquant de renom, en la personne d'Adrian Dantley, les Pistons deviennent de sérieux prétendants au titre. Certes, les médias américains ne voient pas d'un bon œil cette équipe de voyous qui ternit l'image de la NBA. Mais à Détroit, les fans embrassent cette identité et arborent fièrement les couleurs de leurs nouvelles idoles. En play-off, les Pistons ne font qu'une bouchée des Bullets et des Hawks. Ils filent en finale de conférence et retrouvent les légendaires Celtics de Larry Bird, alors champions en titre. Well, get to church, pray a lot. You know, we're facing Boston first 2 games there. They're one of the great teams of all time. They've got everything going for them. But hey, we're so happy to be there, but we want to go at them. Mais après 7 matchs d'une intensité folle, c'est finalement Boston qui s'impose sur le fil. Passés tout proche de l'exploit, les Pistons sont pourtant loin d'être loués par la presse. Plutôt que de parler de leur performance, les journalistes incendient les joueurs de Motor City pour une agressivité qui dépasserait les bornes. Pour ne rien arranger, Rodman crée un tollé général en avançant que la notoriété de Bird n'est due qu'à sa couleur de peau. Interrogé sur la phrase polémique de son coéquipier, Thomas décide de le suivre dans sa théorie. Very, very good basketball player. I think he's an exceptional talent, but I'd have to agree with Rodman. If he was black, he'd be just another good guy. Cette affaire crée un déchaînement médiatique autour du meneur de Motor City, jusque-là le seul à être épargné par la réputation des Bad Boys. Si l'image du leader est écorchée, l'équipe, elle, en ressort plus soudée que jamais. La saison suivante, les Pistons ne sont plus les mêmes. Plus matures,
la bande du Smiling Assassin se mue en champion. Après une régulière rondement menée, ils arrivent en play-off et font la connaissance d'un certain Michael Jordan. Fraîchement élu MVP de la saison, l'arrière flamboyant ne peut que s'incliner devant des Bad Boys qui lui imposent un défi physique infernal. Au tour suivant, les disciples de Chuck Daly parviennent enfin à mettre un terme à la dynastie des Celtics de Bird et filent en finale. Mais les Bad Boys vont cette fois buter sur un autre monument des années 80. Les Los Angeles Lakers, dans un Game 6 décisif qui peut offrir le titre à Détroit, Isaiah Thomas inscrit 26 points dans le troisième quart-temps alors qu'il vient de se faire une entorse à la cheville. Mais leur réputation sulfureuse va coûter cher aux Pistons. Dans les dernières secondes de la rencontre, une décision arbitrale plus que douteuse, surnommée The Phantom Foul, permet à Los Angeles de passer devant. Les joueurs du Michigan ne s'en relèveront pas et voient les Lakers remporter leur 11e titre. Une défaite amère, un vol même, que les Pistons ne sont pas prêts d'oublier. La saison suivante, la bande de Motor City revient plus déterminée que jamais. Après 2 fins de saison brutales si près du but, le titre ne peut plus leur échapper. Ils le savent. Pourtant, quelque chose ne tourne pas rond à Détroit cette saison. Insatisfait de son rôle, Adrian Dantley n'hésite pas à mettre le vestiaire sans dessus-dessous. Mais dans cette équipe, les caprices de stars ne sont pas acceptés. À la mi-saison, Jack McCloskey envoie le scoreur à Dallas en échange de Mark Aguirre. Un pari risqué, car même s'il est triple star, l'ailier des Mavs traîne une sale réputation. Ce choix, loin de ravir les fans, va pourtant complètement relancer la dynamique de l'équipe. Comme par magie, l'alchimie qui semblait s'être évaporée renaît avec l'arrivée d'Aguirre. Les Bad Boys enchaînent les victoires et terminent la saison avec le meilleur bilan de la ligue. Intraitable en play-off, ils sweepent les Celtics dès le premier tour et réservent le même sort aux Bucks au tour suivant. En finale de conférence, ils barrent de nouveau la route à Jordan en inventant un concept bien à eux, les Jordan Rules. Une défense au cordeau qui consiste à briser le numéro 23 des Bulls par tous les moyens, tout simplement. Jordan to the foul line, room in the lane. Isaiah grabs him and fouls him. The Jordan rules were for the Pistons to know about, not for anybody else to know about. En finale, les Pistons retrouvent de nouveau les Lakers. Et autant dire qu'ils n'ont pas oublié le vol de l'année précédente. Oh que non. Défendu par un Magic vieillissant, Joe Dumars hérite de tous les ballons et punit la défense pourpre et or. En face, James Worthy est cadenassé par Rodman et Mahorn. Cette fois, les Angelinos ne seront pas sauvés par une entorse ou par une erreur d'arbitrage. Détroit prend le pouvoir et met fin à une dynastie de plus en sweepant Los Angeles. Toutes ces années à persévérer, à être dans l'ombre des 2 plus grandes franchises de tous les temps, ont enfin payé. Dans les rues de la ville, tout le monde se masse pour acclamer les héros. La joie va cependant être de courte durée. Quelques jours après la victoire, la NBA procède à une nouvelle draft d'expansion pour les 2 nouvelles franchises de la Ligue. Chaque équipe ne peut protéger que 8 joueurs. Et Rick Mahorn doit s'envoler en direction du Minnesota. Un énorme coup dur pour les Bad Boys, qui perdent un élément majeur de leur socle défensif et une part de leur identité. Son absence se ressent dès le début de la saison suivante. Les Pistons sont moins craints. Leur défense plus perméable. Pour y remédier, Chuck Daly décide de sortir Mark Aguirre du 5 pour le remplacer par Dennis Rodman. Un changement osé qui permet à Détroit de terminer de nouveau en tête de la conférence Est. En play-off, la meilleure défense de la Ligue déroule tranquillement en étouffant toute velléité adverse.
les Bad Boys sont bel et bien de retour. Cependant, un homme les attend au tournant en finale de conférence. Cela fait 1 an que Jordan attend ce moment. Trop frêle les fois précédentes, le numéro 23 a passé des heures à la salle de musculation. Tout un été à pousser de la fonte en ne pensant qu'à ce moment. De nouveau ciblé, MJ est mis à rude épreuve. Mais cette fois, il est prêt. Les Bad Boys le comprennent vite et jettent leur dévolu sur Pippen. Ils le harcèlent et font tout pour le faire craquer. Une stratégie payante, puisque celui-ci s'éteint dans le match 7 d'une série titanesque. Sans son lieutenant, le numéro 23 ne peut pas lutter. Et les Pistons retournent en finale NBA. Cette énième joute contre les Bulls sera la marche la plus haute de cette campagne de play-off. Les finales contre les Blazers, vite dépassés, ne seront qu'une formalité. Emmenés par un Thomas en mode chef d'orchestre et un Laimbeer plus vicieux que jamais, les Pistons déroulent leur basket. Vinny the Microwave Johnson clôt la série sur un shoot clutchissime dans le match 5, offrant ainsi un nouveau titre à Détroit et un trophée de MVP des finales à Isaiah. Les Bad Boys réalisent le back-to-back, un exploit que même les Celtics de Bird n'ont jamais réalisé. Seuls contre tous, les Pistons rentrent dans la légende. Mais le temps n'épargne personne. Depuis 4 saisons maintenant, l'équipe vit au rythme effréné des playoffs. Des campagnes à rallonge d'une intensité folle qui usent et épuisent les organismes. Plus aussi rayonnants que par le passé, les Pistons arrivent tout de même à se hisser en finale de conférence la saison suivante. Ils y retrouvent une fois de plus les Bulls d'un Jordan MVP et plus déterminé que jamais à conquérir le titre. Cette fois-ci, Iz Ernest et ses coéquipiers ne rentrent pas dans le jeu de la provocation des Bad Boys. Impuissantes, les troupes d'Isaiah se font salement sweeper et quittent le terrain avant même la fin du match, sans daigner serrer la main de leurs adversaires. Des vrais Bad Boys, fidèles à leur réputation jusqu'au bout. Cette humiliation sonne le glas de cette équipe des Pistons. Les cadres s'en vont un à un vers de nouvelles franchises ou partent à la retraite. Comme un symbole, Isaiah Thomas met un terme à sa carrière à seulement 32 ans, après s'être rompu le tendon d'Achille. La réputation de sa bande aura d'ailleurs coûté cher au meneur puisqu'elle le privera de la Dream Team. Malgré cette fin, en demi-teinte, les Bad Boys resteront à jamais dans l'histoire de la NBA. Durant leur règne, ils ont été les fossoyeurs des 2 plus grandes équipes des années 80, stoppant par 3 fois l'ascension de Michael Jordan vers le trône. Finalement, ces Pistons se seront surtout définis dans l'adversité. Ce qui caractérise cette équipe, c'est cette hargne de tous les instants, une envie dévorante de gagner à tout prix, et la volonté féroce de tout faire pour faire déjouer son adversaire. Le talent était certes présent, mais si les Bad Boys ont réussi à se faire une place, c'est dans la sueur et le sang. Toutes ces années, les Pistons étaient haïs de tous. Mais c'était ça, finalement, leur principal carburant, leur marque de fabrique, leur identité profonde et une empreinte indélébile dans l'histoire de la Grande Ligue. Bad Boys for Life.